Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 48e épisode d'Ose écrire, dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir Manon Lécuyer, avec qui je discute de son parcours, de résilience, de rom-com, de vie de famille, d'auto-édition et de maison d'édition, et bien évidemment de beurre salé, parce qu'il n'y a que lui qui compte. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Si tu me vois déconcentré un moment, c'est parce que j'ai mon petit toutou qui fait un peu des bêtises en ce moment là. Il est, je sais pas, il est en train de faire une crise d'adolescence, je crois. Donc, Ça marche. c'est pas que je t'écoute pas. Voilà. Pas de souci. Ça me fait grave plaisir de t'accueillir. Tu fais partie des autrices que j'ai découvert vraiment parce que j'aimais bien la vibe sur Insta. Je me rappelle que toi et Elise, je vous ai découvert au moment où vous aviez commencé à faire la promo de Sipping Love. Je sais pas, je trouve que vous avez une personnalité avec qui on accroche grave. Enfin, en tout cas, ça donne envie de découvrir qui vous êtes et ce que vous écrivez, tu vois. Et naturellement, tu vois, je serais pas forcément allé vers des livres comme L'Avion turquoise ou Sipping Love ou même ce que tu me raconteras que t'écris après. Mais le fait de vous découvrir comme ça, franchement, tu vois, ça donne envie de se plonger dans ce que vous écrivez. Donc, bravo pour ça en vrai. Ouais, merci, cool. C'est le meilleur compliment en vrai, je trouve. D'accrocher à la personnalité avant d'accrocher au bouquin, je trouve ça trop cool. Ouais, et je trouve que ça résonne totalement différemment, tu vois, quand tu sais. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que quand j'ai lu La Vie en turquoise, il y a un moment, Élise, elle parle de vous, puisque c'est son nouveau groupe, tu vois. Oui. Et j'étais là, je les connais, je vois qui c'est, tu vois. Et je trouve que ça fait rire, tu vois. Et du coup, ça m'a, en vrai, j'y avais pas pensé, mais ça m'a pas trop étonné quand Élise, elle m'a renvoyé vers toi et Aurore. Ouais, c'est devenu un peu notre running gag depuis, dans chacun de nos romans à toutes. Il y a un petit easter egg en fait soit des autres romans, soit des autres nanas. Donc on est toutes un peu dans les romans de tout le monde, c'est rigolo. Ouais, c'est marrant parce que vous avez transformé un peu votre, l'aventure d'écriture qui est premier abord qui peut paraître un peu solitaire, tu vois, en quelque chose de groupé quoi. Ouais, mais on s'attendait pas à ce que ça matche autant, tu vois, parce que c'est vraiment du pur hasard. On a juste cliqué sur un sondage d'Élise une fois, on est 4 à avoir répondu. Et il s'avère que les 4, on s'entend, mais genre vraiment à perfection, on n'a jamais eu de dispute ou quoi, on est d'accord sur tout, enfin, c'est un truc de ouf. Vraiment le hasard. C'est à quel moment que vous vous connectez tout ensemble alors, c'est en mai 2022. Ok. Ça fait 3 ans. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir partager un peu avec d'autres autrices? Déjà, je pense que ça m'a fait grave progresser déjà moi en tant qu'autrice, parce que de base je suis quelqu'un de très introverti, très solitaire. J'ai commencé ma carrière entre guillemets d'autrice en auto-édition et j'ai vraiment voulu tout faire de mon côté. Je m'étais pas entourée de personne, ni de correctrice, ni de bêta lectrice, enfin vraiment personne. Preuve en est, j'ai foiré complètement mon auto-édition. et là du coup j'ai appris à faire confiance aussi à d'autres gens et j'ai aussi compris que les critiques qu'on me faisait c'était pas forcément sur moi la personne, mais sur vraiment mon texte pour l'embellir, pour qu'il progresse quoi, et qu'il soit meilleur. Et depuis je trouve que j'écris mieux du coup, parce que je peux pas voir toutes les erreurs que je fais, forcément au bout d'un moment t'es trop dans ton texte, tu vois plus rien. Et apprendre à accepter les critiques, puis travailler sur soi, c'est important aussi. Ouais, c'est fou quand t'as la tête dans le guidon. C'est dingue ce que tu laisses passer. Ce que tu laisses passer, parfois t'hallucines. Et puis mine de rien aussi, quand tu prends des refus de maison d'édition ou des critiques sur tes bouquins et tout, de savoir que t'as quelqu'un derrière qui va être honnête et qui va te dire là ok, il dit de la merde, c'est pas vrai, ou là oui, effectivement c'était nul, t'aurais dû revoir. Franchement ça fait relativiser de fou. Et tu te sens moins seul en fait dans la détresse que tu peux avoir de recevoir des refus et tout, parce que quand tu vois Insta, souvent tu partages que ce qui est bien. Enfin, la plupart du temps, tu mets pas trop en avant tes refus ou tes désillusions et tout, tu mets vraiment tes réussites. Donc là, d'avoir quelqu'un qui est en backup et qui vit la même chose que toi, c'est cool aussi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que je suis d'accord, c'est assez important de parler de tout ça, parce que des refus, tout le monde en prend, des critiques pareil. Et après, c'est vrai que c'est plutôt bien. En vrai, Bookstagram est de manière générale quand même
un milieu plutôt bienveillant, tu vois, Ouais, et je tant trouve, mieux. ouais. Mais c'est vrai que les premières critiques, quelles qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu les prends vraiment avec une posture d'égo, je trouve. Ah, vraiment. Au début, tu dis, mais c'est n'importe quoi, moi je suis un génie, qu'est-ce que tu racontes? Évidemment que, Oui, il est évidemment génial que mon c'est livre, trop qu'est-ce bien que tu ce que racontes? j'écris. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu relis et tu fais, ouais, peut-être qu'en fait, il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Et c'est un peu, ouais, t'as raison, c'est un vrai travail en vrai de réussir à faire le tri de toutes ces critiques. Ouais. Et je crois que c'est. Putain, je me suis perdu, j'ai voulu dire 2 trucs à la fois, je me suis perdu. Moi, je crois que ce qui m'avait fait le plus mal au début, c'est quand j'expliquais mal ce que voulait faire mon roman, tu vois. Quand tu l'expliques pas, les gens peuvent s'attendre à quelque chose de totalement différent et du coup avoir une lecture enfin en tout cas une critique de ce que t'écris totalement différente aussi parce qu'ils s'attendent pas, enfin tu leur as pas expliqué et en fait réussir à clarifier avant ce que moi j'avais envie d'écrire et donc expliquer à la personne voilà j'ai écrit un roman, mon intention c'est ça, tu vois. Là tout de suite les critiques sont totalement différentes quoi. C'est moins enfin, en tout cas, ça part moins dans tous les sens, quoi. Ouais, ça me fait un peu penser aux cours de français, tu sais, les profs, ils faisaient des analyses de texte, mais je suis pas sûre que le gars, il voulait dire ça à la base. C'est un peu la même chose. Tu sais que ça me fait trop marrer parce que c'est vraiment quelque chose que je fais maintenant, tu vois. Et il y a des moments, je lis des trucs et je commence à partir dans des analyses et je me dis, ouais, là, Sam, t'es en train de te transformer en prof de français. Mais ça me fait marrer, tu vois, quelque part, c'est un peu un truc de... Tu sais, tu laisses la place au lecteur de comprendre un peu ce qu'il veut, tu vois. Et évidemment, je pense que... Enfin, je sais pas, toi, tu vas me raconter un peu, mais... Évidemment qu'on met des messages, mais c'est un peu inconscient, tu vois. On pense pas, ok, là, il va lire tel truc, il va penser à telle chose, et machin, etc. C'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai. Bah, je pense que c'est les messages que tu mets sciemment parce que tu veux faire passer le message, les messages que tu mets inconsciemment, et les messages que les gens vont interpréter avec leur vision, eux, de leur propre vie, parce que tu vis pas les mêmes expériences de vie de la même façon. Et du coup, t'as trois strates de lecture, je pense, dans un même texte. Sur des textes que t'avais écrits, on t'a déjà fait des retours comme ça, où ça t'a presque surpris, tu vois, l'interprétation? Non, pas encore, je t'avoue. Ok. Je me chargerai de t'en faire en lisant. Je viens de réfléchir, même les bêta-lectures, pas forcément. J'ai rien qui me vient en tête, je t'avoue. Mais okay. J'attends mes critiques de prof de français, ouais, j'ai hâte. Ouais, ça marche, je note. Voir ce que j'avais dans le cerveau sans le savoir, je veux savoir. Ouais. Et ça fait combien de temps que t'écris, du coup, toi? La réponse bateau, ça va te dire de toujours, tu sais, mais ouais, en vrai... C'est bien, c'est la meilleure. Hein. Bah oui. On a envie de dire, je suis née comme ça. Mais je pense que la première ébauche de roman que j'ai fait, elle doit dater du collège. Vers la 6ème, donc j'avais 11 ans, je pense. J'avais commencé un roman de fantasy. Je me rappelle, ça s'appelait Mythologia, le secret de la pierre de lune, un truc comme ça. T'avais une ado qui est l'élu qui se retrouve dans un monde fantastique, puis évidemment elle sait se battre, elle sait faire de la magie, elle sait tout faire. Vraiment le cliché quoi. Mais j'ai jamais fini ce truc. Je dois avoir une ébauche d'un tome 1, l'ébauche d'un tome 2 avec des petites scènes par-ci par-là, mais j'ai jamais retouché. Ça peut être très beau à voir. Et après, donc collège c'était ça. Au lycée j'ai commencé les fanfictions, je pense comme beaucoup. Je me réfugiais un peu là-dedans avec ma meilleure amie. On a écrit quand même un document qui faisait presque 300 000 mots, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Ah ouais, ouais. Oh, ça nous a tenu tout le lycée, donc tous les jours un petit peu. Ah ouais. C'était fanfiction sur quoi? Sur les One Direction. Ah, sur les One Direction, ouais. Incroyable. Voilà. Et après, il y a eu les études supérieures, donc j'ai un peu laissé de côté. J'ai créé des petits textes par-ci par-là, plus pour moi, voilà. Ouais. Et ensuite, j'ai dû reprendre en... que je vais pas dire de bêtises. 2017-2018, je pense. Par là, où j'ai écrit du coup mon vrai premier roman que j'ai terminé et que après j'ai essayé de mener plus loin. Ok. C'est quoi le déclic qui te fait reprendre? Du coup j'avais fini tout ce qui était études et ça j'avais mon travail d'adulte qui était à mi-temps. J'avais pas trouvé dans ma branche, j'avais pas trouvé un travail à temps plein pour commencer. Du coup j'avais du temps à la maison et à part faire le ménage, tout ça, je m'ennuyais un petit peu.
Et j'ai renoué un peu avec ça. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, en fait. Là, j'ai le temps. Après, j'arrête pas de dire, j'ai pas le temps, je peux pas faire, machin. Là, j'ai le temps, je vais profiter, je vais me remettre dedans, puis on verra ce que ça donne. Puis une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai pas réussi à me ressortir. Je suis restée coincée dedans. C'est hyper inspirant de prendre conscience comme ça, à un moment que on a du temps, autant l'utiliser pour faire des choses qu'on aime. En vrai. On peut se perdre un petit peu parfois. Ouais. Mais bravo, c'est là qu'en reprenant, je me suis rendu compte qu'en fait, ça me manquait de fou. Ouais. Et que j'aurais jamais dû arrêter. Parce que là, on est combien de temps plus tard ? Presque 8 ans plus tard. Et au final, je me suis rendu compte que le métier que je faisais ne me plaisait pas. Que ce que je voulais, c'était vraiment écrire. Et que là, à 30 ans, maintenant, mon objectif de vie, c'est de vivre de ma plume. Alors, ça se fera pas, mais... Enfin, je sais pas, au lycée, on te demande toujours tu veux faire quoi plus tard, faut que tu trouves tes études sup, faut machin. On sait pas à 17-18 ans ce qu'on veut faire, à part quelques-uns qui sont persuadés d'avoir leur chemin de vie et tout. Moi, je savais pas, j'ai pris un peu des trucs par défaut parce qu'on me disait va par là, ça ouvrira des portes, tu verras bien. Et puis finalement, c'est à 30 ans que je me rends compte, en fait, depuis le début, c'était l'écriture et maintenant, je suis focus là-dessus. On verra où ça me mènera plus tard, mais... Ah, trop bien. Voilà. C'est hyper bon en vrai. Je partage ton avis sur ça. Moi j'ai pareil que toi. Je me suis laissé porter toute ma vie. Et c'est pareil, approche des 30 ans. Alors on a notre crise plutôt qu'avant, tu vois. C'est ça. J'ai pas fait de crise d'ado, c'est une crise de trentaine. Ouais, voilà, exactement. Et en vrai, ça fait du bien aussi de se sentir beaucoup plus aligné avec ce qu'on fait au quotidien, quoi. Vraiment. Et du coup, maintenant... j'ai vu là, donc il y a Sip in Love qui a été publié, t'en as 2 autres qui sont prévus. Plus que ça ? Je suis en train de compter. Aïe, c'est beau. Ouais, j'ai trop bien de pouvoir raconter. J'en ai... Là, en 2025, il y en a 2. 2026, il y en a 3. Wow, incroyable. Et 2027, il y en a 1 pour l'instant. Donc, c'est trop cool. Ouais. Mais il y en a que j'ai pas annoncé parce que j'avais pas le droit, mais il y a le chiffre, voilà. Ok. En vrai, c'est hyper impressionnant. Et parce que quand Élise, elle m'a parlé de toi, elle m'a dit justement qu'elle était... ça se sentait d'ailleurs dans sa voix qu'elle était hyper impressionnée, hyper fière aussi de tout ce que tu accomplissais finalement en écriture. Et est-ce que tu peux me raconter un petit peu le chemin du coup avec ce premier échec, si je peux appeler ça comme ça, sans que ça soit négatif évidemment, mais... avec l'auto-édition et ensuite le parcours que tu as jusqu'à... Sipping Love est le premier du coup, et ça je dis une bêtise ? Non. Okay. Non, il y a eu les montagnes russes où il y a eu des oui, des non, des fermetures, des ouvertures, enfin tu vas voir, c'est très... Ouais, vas-y. J'ai eu beaucoup de joie et beaucoup de pleurs aussi. Donc du coup j'ai commencé avec le roman que je disais que j'ai auto-édité, qui est une fantasy ado je dirais, qui est en 2 tomes. Donc j'ai commencé j'ai écrit ce livre-là, je l'ai corrigé moi-même, j'ai fait la couverture moi-même, qui est pas si laide, je suis pas si déçue de ce que j'avais fait. Et après, j'ai décidé, vu que j'étais très introvertie et peut-être un but de moi-même, je sais pas trop à l'époque, mais je voulais pas que les autres le lisent, mais je voulais le publier pour que les autres le lisent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, l'ambivalence du truc. Et donc je l'ai auto-publié grâce à une plateforme que je ne recommande pas trop aujourd'hui. Je sais pas si... Je vais pas dire le nom, mais bon... c'est une plateforme d'auto-édition qui te fait payer des services pour t'aider à mettre en page, pour t'aider à mettre en vente, etc., qui prennent après des pourcentages dessus. Tu gagnes pas grand-chose sur ton bouquin. Donc, ah oui, ils prennent des pourcentages sur les ventes. Ouais, t'es pas très gagnant. Enfin, bref. Ouais. Donc je l'ai auto-publié pendant 1 an. J'ai dû vendre une 30aine d'exemplaires, donc vraiment, j'ai pas fait best-seller avec celui-là. Et au bout d'1 an, il fallait renouveler le contrat, en fait. Tu devais repayer quoi pour refaire 1 an, etc. C'est par coup d'une année sur une année. Et au bout d'1 an, je dis non, mais ça sert à rien. En fait, je perds de l'argent, clairement, parce que derrière, je vends pas les livres. Puis je ne suis pas si fière que ça, donc je fais pas non plus trop de la promo. Donc j'ai arrêté là, en me disant de toute façon, j'étais pas faite pour ça, que j'étais nulle et tout. Enfin, j'ai eu un gros down à ce moment-là, où j'ai laissé un peu tomber, j'ai mis de côté. Et entre-temps, je suis tombée enceinte, donc j'ai eu ma première fille. Donc là, franchement, merci. Du coup, la priorité, elle était vraiment ailleurs. Et une fois que t'as accouché, tu as ce qu'on appelle le congé maternité. Et j'ai eu une petite fille qui faisait des bonnes siestes. Donc du coup, j'ai pu reprendre l'écriture pendant qu'elle dormait. Donc ça, c'était chouette. Et c'est là que j'ai replongé une 2e fois dedans. Et
Et après, j'ai rencontré les filles, les patates filantes sur Instagram, pour ceux qui connaissent. Où là, du coup, en se hypant entre nous, on s'est dit, mais en fait, je pourrais tenter l'édition classique. Qu'est-ce que j'ai à perdre au final S'ils me disent oui, tant mieux, ils font tout le travail à ma place de promo, de mettre en vente les bouquins, et moi, j'ai pas à toucher à ça, et ça serait trop cool. Et puis s'ils me disent non, ce sera un autre, et puis on verra ce que ça donne. Et donc, du coup, après, je suis en train de me perdre dans mes romans aussi. Donc première descente de Montagne Russe, j'ai arrêté l'auto-édition. J'ai repris l'écriture d'une autre fantasy, parce qu'à l'époque j'étais persuadée que je serais autrice de fantasy et que je serais connue pour ça. Spoiler alerte, pas du tout. J'ai toujours pas réussi à signer mes fantaisies. Donc j'ai écrit une deuxième fantasy qui s'appelle Les Suppliciés de l'Ombre, qui est une fantasy un peu plus adulte, où j'ai commencé du coup là la bêta lecture avec Élise et les copines. Donc pendant que les filles elles lisaient ce roman-là, j'ai fait un pari avec un copain d'Insta qui me disait: tu n'es pas capable d'écrire ta propre romance de Noël. Parce que, pour l'anecdote, il y a beaucoup d'anecdotes, je suis une fan de Noël, et je regarde tous les téléfilms de Noël sur M6, TF1, je les ai vus plus 15 fois, mais je les regarde quand même. C'est mon petit plaisir, coupable, tu vois. Tu me feras une parenthèse avec le top 3 des meilleurs films de Noël. Ok, j'ai. Mon mari appelle ça des manonneries, du coup, parce que je regarde ça tout le temps, que c'est toujours la même chose, le même procédé, mais à la fin ils sont contents, ils tombent amoureux. C'est la nana qui vient dans une grande ville, qui arrive dans une petite ville, qui trouve son bûcheron, et puis voilà. Du coup ça s'appelait comme ça, voilà, tout le monde connaît. Et il m'a dit: mais t'es pas cap d'écrire ta propre manonnerie? Je sais pas, si, cap. Donc au plein mois d'août, je me suis mis à écrire un roman de Noël. Je me suis dit, bon, c'est quand même vachement rigolo d'écrire ça, je vais le mettre sur Wattpad. Donc j'ai commencé le 1er décembre à mettre un chapitre, 2 décembre un deuxième chapitre, et ça a fait un calendrier de l'Avent au final jusqu'au 25 décembre. Et ça a bien plu. Et du coup mes copines me disent: si ça a bien plu sur Wattpad, pourquoi tu tenterais pas une maison d'édition? Peut-être ça peut plaire aussi d'autres lecteurs en dehors de la plateforme. Je dis: je tente, chiche. Donc j'ai envoyé à des maisons d'édition et j'ai participé en même temps à un concours qui est organisé par la maison d'édition qui s'appelle L'Abeille Bleue, qui a fermé depuis. Okay. Donc voilà, tu as le spoil de la fin de l'aventure du coup. Donc j'ai participé à ce concours-là, j'ai été éditée avec ce texte-là dans une petite maison d'édition indépendante. Le texte a vécu 1 an et au mois d'août 2024, malheureusement la maison a fermé, donc je n'étais plus éditée. Donc là ça a été une période assez difficile. Parce que je passais enfin j'ai mis le doigt dans l'édition, je suis rentrée, la porte s'est ouverte, et puis bam, elle s'est reclaquée à la figure. Je repartais de zéro. Et pendant ce même temps-là, parce que du coup ça fait 1 an complet, on a écrit du coup Seeking Love avec Élise, qui s'appelait Daikiri à l'époque, où pareil, on avait trouvé une maison d'édition, on était contente et tout, et au final on a rétro-pédalé parce que les conditions, on s'est rendu compte de plein de choses qui allaient pas, on a rétro-pédalé, on a repris nos droits, et du coup à ce moment-là on s'était retrouvées toutes les deux sans plus rien quoi. Enfin Élise avait Avion Turquoise, mais on s'est retrouvés vraiment 0 contrat, plus rien, on était toutes ressorties de nos maisons. Là c'est vraiment dur. Et finalement 3 mois après on a eu la bonne surprise d'être contacté par une maison d'édition qui avait lu du coup notre roman qu'on avait resoumis, où là du coup on a eu le oui chez Nisha, etc. Donc là on était re-rentrés et c'était reparti, et suite à ce contrat-là j'ai eu la chance de signer 3 contrats coup sur coup avant Noël. Tout m'est tombé dessus au même moment, parce qu'évidemment pendant ce temps j'avais écrit d'autres choses que j'avais soumis aussi ailleurs, que j'avais jamais eu de réponse, et comme de par hasard ils sont tous arrivés là en même temps. Donc la fin d'année 2024 a été à la fois très dure parce que j'ai vécu un deuil assez difficile, et sur le même coup j'ai signé 3 contrats d'édition, donc j'accédais enfin à mon rêve de voir mes livres. Ça y est, j'étais lancée quoi dans l'édition. Je savais que sur les 2 prochaines années j'allais avoir des livres qui sortaient et tout, donc vraiment un gros schmilblick d'émotion la fin 2024. Putain, c'est fou. Ouais, c'était incroyable. Donc, ce qui me marque beaucoup là dans le parcours, c'est alors déjà la résilience. Franchement, bravo, parce que c'est vraiment pas évident de faire face comme ça à des downs et de repartir. Et aussi c'est la place qu'a finalement le petit groupe que tu t'es fait là, les patates filantes du coup. Oui. On sent que ça a une place importante et que ça t'a aussi beaucoup aidé dans le chemin global quoi. Et en vrai c'est cool parce que tu vois, c'est là qu'on voit que l'écriture c'est solitaire, mais ça c'est pas forcément obligé d'être si solitaire que ça. Et parce qu'on est tous plein à écrire et en fait c'est trop bien de partager tout ça avec des gens. Donc
Franchement, trop cool. Et bravo, du coup, parce que là, la fin, du coup, 2024, au top, franchement. Ouais, Et franchement, ouais. dans des belles maisons, en plus. Donc, Ouais, je m'y attendais vraiment pas, et franchement. du coup, j'ai passé mon temps à pleurer, en fait, fin 2024, de joie, de tristesse, de un peu tout. Mais Ouais, je ouais, comprends. je suis grave contente. Et, et donc, Sipping Love sort au début de l'année, là, enfin au milieu Il de est l'année, sorti 2025, le 27 mars 2025. 27 mars. Mm. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu le reçois, le premier exemplaire, que tu vois du coup l'accomplissement là. Déjà, là, comment dire? C'est quoi le mot? Les auteurs qui trouvent pas leur mot, c'est horrible. Bref, la première grosse joie, déjà, ça a été déjà, on partage tout à deux avec Élise, du coup, pour ce roman, donc ça décuple, je trouve, les émotions. Parce que déjà, ça a commencé au moment des resoumissions. L'attente à deux, elle est beaucoup plus agréable déjà que tout seul quand tu rafraîchis ta boîte mail 15 fois et que t'as pas de réponse. Donc déjà là c'était cool. Et quand on a reçu un mail qui me disait bonjour, on aimerait faire un entretien vidéo avec vous pour parler du roman, etc. Rendez-vous dans une semaine. Et là on s'est fait tous les films possibles. Ça se trouve ils nous appellent pour nous dire c'était bien, mais non, ou c'est de la merde, pourquoi vous nous avez envoyé ça? On s'est fait tous les films possibles alors que toutes nos copines disaient mais enfin, si elles veulent vous voir en visio, je pense pas que vont perdre leur temps pour vous dire bah c'est de la merde en fait, bisous. Donc pendant une semaine on était intenables. Désolée pour les copines qui ont dû supporter ça. Puis ensuite, on a eu la visio où on était du coup toutes les deux, chacune chez nous en visio avec la troisième personne. Donc déjà là, c'était... Je pense qu'il y a une vidéo sur Instagram de ça, je crois. C'était extatique. On a hurlé partout dans la baraque. Je pense que les voisins ont dû se demander ce qui se passait. Puis ensuite, il y a tout qui découle, tout se passe à deux. Le choix du titre, le choix de la couverture, de tout le retravail édito qui va déjà 2 fois plus vite du coup. Parce que repasser chacune, on voit les trucs plus vite. Et ensuite, de le recevoir, on s'est attendu aussi. On s'est prise en vidéo en même temps. On ouvre le colis ensemble. Puis de voir l'accomplissement, vraiment, c'est génial d'avoir ton nom sur la couverture avec ta meilleure amie en plus dessus. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf. Et ensuite, tout est ouf parce que tout est à deux. Les dédicaces, on a fait des interviews radio, on a fait comment ça s'appelle, des rencontres avec les lecteurs. Tout. Enfin, à deux, c'est encore mieux, quoi. Puis même la moindre désillusion, du coup, tu la prends vachement mieux. Genre, il y a personne à ta dédicace, c'est pas grave, il y a la copine à côté, on peut discuter, on peut rigoler. Il y a tout qui est dédoublé, ouais. Ça, c'est vraiment trop bien. Ouais, ok. Ah, c'est beau en vrai. Ça se voyait que vous étiez hyper contente de partager ça. Mais je pense que c'est ça qui donne aussi envie de le lire. Au-delà du fait que le coup des noms de cocktails au chapitre, c'était quand même très drôle. Et ça se sentait plutôt fière de ça. Ça se sentait qu'il y avait une énergie. Ouais, franchement, bravo. Et moi, il y a autre chose qui m'a marqué aussi dans tout ce que tu as raconté. C'est sur une période de temps quand même courte, tu as beaucoup écrit. T'es maman en plus. Comment tu fais pour comment tu fais pour écrire finalement, t'organiser et puis réussir à écrire autant de livres, parce que moi je trouve ça quand même impressionnant. En fait, déjà, ça va être encore plus bateau ce que je veux dire, mais j'ai besoin d'écrire, sinon je me sens pas bien dans mon quotidien. Tu vois, c'est vraiment mon truc. Déjà, quand t'es maman, que t'as ton travail et tout, t'as très peu de temps libre pour toi, tout seul. Donc déjà, c'est mon activité qui me fait m'évader, qui me fait plaisir, qui me fait du bien. Même si ça devient un travail, je suis hyper contente que ce soit un travail passion. C'est vraiment le meilleur truc, le meilleur sentiment, parce que j'ai jamais ressenti ça dans un autre travail, je veux dire, d'être contente d'y aller. Et du coup, ce que je dis souvent, c'est que je fais pas comme je veux, je fais comme je peux. Et à force, moi, je me suis quand même créé une petite routine. J'ai un mari qui a des horaires de travail qui sont assez atypiques, donc moi je travaille plutôt le jour, lui travaille plutôt le soir ou les week-ends, ce qui fait qu'on n'est pas forcément tout le temps à la maison en même temps. Donc j'ai mes soirées tranquilles entre guillemets, donc j'ai pas du temps à lui accorder à lui à ce moment-là, je suis vraiment solo, et une fois que les enfants sont couchés, du coup j'ai 2-3 heures devant moi pour écrire. Donc après c'est le choix, est-ce que je veux regarder ma série tranquille ou est-ce que je veux écrire, c'est à moi de faire le choix. Mais voilà, j'ai des petits temps comme ça où les mercredis après-midi, maintenant ils sont grands donc ils sont gentils, ils vont jouer je leur dis vous jouez une petite heure dans votre chambre pendant que j'écris, puis après on ira jouer au parc, enfin, on fera un truc, et ils sont assez conscients là-dessus maintenant qu'ils sont grands, donc plus ça va aller, plus j'aurai de temps pour moi, je pense. Mais ouais. C'est une routine à mettre en place, quoi. C'est trop cool que tu dises de faire comme tu peux et pas comme tu veux. Ça me touche beaucoup à plusieurs égards, ça me donne plein d'idées, j'espère que je vais pas me perdre dans tout ce que je vais dire, mais
euh, c'est vrai que ça m'arrive assez fréquemment de rencontrer des auteurs et en fait moi premier, j'avoue que j'ai réussi à moi faire la paix avec ça, mais la frustration de pas justement réussir à écrire autant qu'on voudrait. Mm. Tu vois, effectivement, si on pouvait, on passerait notre vie à faire ça. Ouais. Et c'est pas, en fait, on a des impératifs quoi. Et donc il faut composer avec la vie qu'on a et faire la paix avec ce truc de bon bah je fais comme je peux. Franchement c'est assez précieux. Et, et je sais pas, est-ce que tu l'as ressenti cette frustration là dont je parle toi à un moment où finalement ça s'est fait assez naturellement que tu t'inscrives dans ce truc de bon bah en fait j'ai des impératifs et puis c'est ok. Bah, je t'avoue que j'ai encore un peu de frustration parfois quand même, parce que quand je suis à fond dans un projet, que j'ai envie d'écrire tout le temps, et il me dit maman tu peux jouer avec moi, j'ai envie de leur dire bah non là je vais écrire, je joue tout seul, mais je peux pas, le pauvre, enfin faut aussi que je leur accorde de l'attention, ou le travail c'est pareil, tu peux pas dire bah non ce matin j'y vais pas. Donc la frustration elle est toujours là quand je suis à fond dans le projet. Ok. Mais j'ai aussi développé des trucs à côté, j'arrive à écrire maintenant sur mon téléphone, chose que je ne pouvais pas faire du tout avant. Ok. Donc là déjà ça te sauve des petits temps quand même, mine de rien, où genre typiquement avec des enfants tu te trouves souvent chez le médecin ou enfin tu sais dans les salles d'attente bien relou, où du coup là tu gagnes du temps, par exemple pendant une demi-heure d'attente chez le médecin, bah, j'ai écrit sur mon téléphone et ça c'est chouette. J'ai mis beaucoup à profit aussi les déplacements pour les dédicaces dans le train. J'étais incapable d'écrire ailleurs que chez moi avant, mais j'ai essayé de me mettre autrice nomade maintenant, d'écrire dans le train, d'écrire dans les transports, vraiment de sauver les petites minutes que je peux avoir par-ci par-là. Mais non, mais sinon la frustration elle est toujours là. Je t'avoue, même le soir quand t'es fatigué, tu fais faudrait que j'écrive, j'y arrive pas, qu'est-ce qui est l'ambivalence de faut que j'aille me coucher, mais en même temps si j'écris pas ce chapitre, je vais en rêver cette nuit. C'est pas encore tout à fait l'idéal. Si je pouvais, j'écrirais dans une maison au bord de la mer toute seule pendant des mois, mais tu ne peux pas. Il va falloir que je me mette à essayer là, le coup d'écrire dans les transports, etc. Parce que du coup, Élise fait pareil. Oui. Et je sais pas pourquoi, ça m'est jamais venu à l'idée en fait. Et ce que je disais à Élise, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui juste n'ont jamais pensé à essayer de faire ça. Donc c'est bien que vous soyez plusieurs à le dire, parce que peut-être ça va en c'est celle qui m'a influencée, je t'avoue. Quand je l'ai vu faire, je fais mais comment tu fais ? Moi je vais être malade dans le bus si je fais ça, j'y arriverai pas. Puis enfin sur le téléphone, il y a tellement de choses. T'as une notif Insta qui passe, bah ça y est, t'es parti quoi. Et en fait, pas du tout. Une fois que t'es sur ton texte, les notifs elles apparaissent pas forcément en fonction de l'appli que tu utilises. Et du coup, t'es focus sur ton truc et jamais autant avancé que sur mon téléphone dans les transports en vrai. Putain, c'est fou. Ouais, j'aurais pas imaginé. Je vais à tout le monde alors. Bah, essaye, ouais, je te jure, c'est sympa. Ouais. Ok. Et il y a une question que j'aime bien poser du coup, parce que comme t'es maman, c'est effectivement parfois peut être frustrant parce que tu vois, comme tu disais, il demande de l'attention, etc. Et au contraire, tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte de positif, tu vois, d'avoir ça dans ton écriture, tu vois, d'avoir les enfants, la famille, etc. Dans mes écrits ou au quotidien ? Ouais, dans tes écrits. Au quotidien, j'imagine qu'il y a plein de... c'est mes premiers fans, donc c'est trop cool. Ils sont toujours là, ils font trop beau le livre. Premier fan d'Élise aussi, il demande plus de nouvelles d'Élise que de moi, donc c'est un peu... mais dans l'écriture, je pense que j'ai toujours écrit un peu sur... Il y a toujours eu une figure un peu maternelle dans mes romans. Et je pense que ça s'est exacerbé depuis que je suis maman, parce que je vois aussi dans le monde dans lequel ils grandissent. Et du coup, j'écris aussi sur ce sujet-là, sur quel avenir on va laisser à nos enfants, etc. Et de comment aborder la vie avec le plus de positivité possible, ce qui n'est pas toujours évident. Et je pense qu'avant, j'écrivais plus du point de vue de l'enfant, avec les expériences que j'ai eues avec ma maman, qui est géniale au passage. Et que maintenant, j'ai aussi le point de vue je comprends... Comment dire ça ? Très philosophique ce que je dis. J'arrive à comprendre en fait ma mère de certaines réactions qu'elle aurait pu peut-être avoir aussi moi quand j'étais plus petite, ou certains interdits, certaines choses, certaines peurs qu'elle avait aussi quand je sortais ou quoi, que maintenant je comprends mieux moi en étant maman et en ayant les mêmes peurs avec mes enfants. Et du coup je pense que j'ai un peu switché mon point de vue. J'arrive à écrire du point de vue de l'enfant comme j'arrive à mettre le point de vue plus maternel, paternel, enfin de la figure du parent dans mes romans. Et voilà. Parce que j'écris pas tant sur la maternité parce que voilà, je suis encore un peu ado dans ma tête aussi, mais il y a quand même des échos dedans. Ouais.
Alors c'est intéressant, je pose cette question parce que je sais qu'il y a certaines mamans qui m'écoutent justement et je sais que c'est peu un enjeu pour elles aussi parfois de réussir à trouver un équilibre dans tout ça, sans frustration, que ça soit d'un côté en disant j'ai l'impression de pas bien faire mon travail ou de pas suffisamment écrire, tu vois, de trouver cet équilibre-là, parfois c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux placé que quelqu'un qui est dans cette situation aussi pour parler de ça. Donc ouais, merci pour ce partage. Et pour replonger un peu plus dans tes écrits, qui vont venir, qu'est-ce que tu as le droit de dire, qu'est-ce que tu as envie de me dire sur les livres qui arrivent? Alors, ce que j'ai le droit de dire, donc j'ai le droit de dire que j'ai 2 romances de Noël qui vont sortir du coup aux éditions J'ai lu. La première sort le 1er octobre 2025 et la deuxième sortira à peu près la même date, je pense, mais l'année d'après. Parce que c'est un tome compagnon, donc c'est une suite indirecte, on va dire. J'ai le droit de dire quoi d'autre? Basé sur la première que tu avais écrite. Ah, exactement, c'est la première que j'ai écrite, du coup, qui avait été éditée chez l'Abeille Bleue avant que ça ferme, que j'ai retravaillé. Donc il a grossi, c'est un beau bébé maintenant. J'ai retravaillé plein de détails, plein de choses qui, au final, en le relisant, me frustraient. Du coup, j'ai eu la chance de ce côté-là de pouvoir étayer en fait l'histoire, de pousser un peu plus. Et j'ai aussi la chance du coup d'avoir eu les avis des lectrices sur la première version. Donc j'ai pu reprendre aussi ces avis-là pour retravailler le texte. Donc je pense que là il plaira encore plus. Et puis j'ai retravaillé du coup avec l'éditrice chez J'ai lu qui a eu une autre vision encore que ma première éditrice, même si c'était dans la continuité, on a pu étayer encore plus. Donc effectivement, c'est ça que aussi la monstration que je te disais tout à l'heure, c'est que ça a fermé, mais au final je suis remontée plus haut parce que J'ai lu, c'est quand même une belle maison d'édition. Enfin, j'y croyais pas quand on m'a dit bah oui, on vous prend les 2, pas de souci, on a bien aimé. Ah bon, vous êtes sûr? Moi? D'accord. J'ai pleuré encore pour changer. Non, franchement, c'est incroyable. Et juste avant Noël, je me dis vraiment là, c'est le meilleur cadeau quoi. Donc ouais, c'est clair. Voilà, et le 2, je l'avais prévu aussi pour la première maison à la base, elle m'avait dit oui, je te le signerai, puis finalement ça s'est jamais fait, et puis il a trouvé sa maison aussi, donc c'est trop cool. Ouais. Et comment t'arrives à... c'est vrai que c'est un exercice auquel je me suis jamais plié, alors ça me fait un peu peur, tu vois, mais comment t'arrives à te replonger sur un texte, tu sais, qui a été terminé, pour te remettre dedans, retravailler, réussir à prendre le recul suffisant pour le corriger, etc., l'améliorer encore? Alors du coup, je l'ai relu en entier, moi en essayant de me mettre en tant que lectrice. Alors, c'est compliqué parce que c'est ton propre texte, mais vu que j'avais de la version papier, c'est un peu plus simple aussi de relire ton texte plutôt que sur l'ordi. Et j'avais pris plein de notes des avis des lectrices à côté, en disant là ils avaient été frustrés à tel endroit, machin et tout. Et au final, moi j'ai vu que le positif de la chance de pouvoir faire un texte encore mieux. Parce qu'une fois que t'as édité un texte, même si tu vois après coup qu'il y a un truc qui coince, c'est rare que tu puisses dire je le reprends, on recommence. Là j'ai eu la chance de faire ça, j'ai trouvé ça trop bien, et j'ai dit faut que je saisisse que je saisisse la chance de faire un truc trop bien où je serais vraiment très contente, surtout si c'est chez J'ai lu, j'ai pas envie d'être déçue d'un roman qui va être dans les librairies, donc parce que la première version n'était pas en librairie, et là je veux vraiment être très très fière de ce que je vais faire, donc j'ai donné tout ce que j'avais pour essayer de faire le roman que moi j'avais envie de lire aussi, avec mes téléfilms de Noël. J'ai essayé de faire au max de ce que j'aimais, en détournant un peu avec beaucoup d'humour tous les clichés qu'on peut retrouver dans les romances de Noël. Et non, je suis plutôt fière de ce qui va sortir, donc j'espère que ça plaira. Et c'était un super exercice, je suis vraiment contente du coup d'avoir pu vraiment peaufiner au max ce texte-là. T'as hâte de découvrir ça. Je trouve qu'il y a un truc hyper rassurant dans les romances de Noël. Oui. Je sais pas, la période arrive et tu sais que tu vas avoir ta petite dose de trucs mignons, tu vois. C'est ça. Je sais pas. C'est pour ça que je suis toujours sur mes téléfilms. C'est toujours la même chose, mais je sais pas, il y a un côté vraiment très rassurant, très doudou. Tu te sens vraiment comme enveloppé dans un petit plaid. T'as tous tes problèmes, ils sont à côté le temps que la nana elle trouve son bûcheron là, et puis après, après ça va mieux, tu vois. Et je sais pas, c'est vraiment une période très propice, je trouve, au cocooning, à la détente et tout, à la magie. Donc c'est vraiment un truc que j'adore. Et du coup, le petit top 3 des romances de Noël. Ma préférée, c'est The Holiday.
Ok, ouais, elle est très cool. Elle est très très cool. Il y a Love Actually, vraiment classique aussi. Ouais, très, très grand classique, mais extrêmement. Et après, il y a un extrêmement film aussi. que je regarde tous les Noëls depuis que je suis toute petite avec mes frères, c'est Super Noël. Je sais pas si tu connais. Ah non, il me dit rien celui-là. Super Noël, c'est un papa qui est solo avec son fils, et un soir, il fait tomber le Père Noël de son toit. Et en fait, quand tu mets le costume du Père Noël, tu deviens le nouveau Père Noël. Donc c'est tout le processus pour devenir le nouveau Père Noël. Donc, quand j'étais petite, j'adorais ce film, et c'est toujours petite Madeleine de Proust, tu vois, de regarder ça. J'ai hâte de montrer aux enfants. C'est cool en vrai. Ouais, je comprends. En vrai, c'est incroyable. Ah non, le Actually, c'est vrai quand même, c'est vraiment très 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 grand classique. C'est le seul que j'arrive à faire regarder à mon mari tous les ans, donc c'est cool. Ouais. Mais The Holiday, si vous connaissez pas, regardez, c'est vraiment chouette. Ouais, je connais, mais j'ai peur de le confondre avec. J'ai pas envie. Est-ce qu'on peut spoiler ce genre de film? Je sais pas. Mais... C'est The Holiday, c'est avec Kate Winslet, avec Cameron Diaz, voilà, Jude Law et ouais, je sais plus le nom du dernier. Ouais, c'est bon. Mais regardez juste pour Jude Law dans The Holiday. Ouais. C'est bon, là, quand t'as dit Jude Law, voilà. j'ai reconnecté. Le Jude Law avec ses petites lunettes là. Voilà. Ouais. Ma sœur est pas mal fan de rom-com aussi. Je me rappelle que le Noël dernier, justement, on lui avait offert un grand bouquin qui parlait de la rom-com, tu vois, et qui parlait de toutes les rom-com les plus connues, etc. Et ouais, c'est fou. C'est fou. En tout cas, c'est un genre hyper cool. Tu vois, pour le coup, j'ai jamais lu. J'en ai jamais lu. Je sais pas d'ailleurs si les films viennent de livres ou pas. Alors là, c'est une bonne question. Je crois pas. Je sais pas. Est-ce que toi, par exemple, c'est un truc que t'imagines? Est-ce que tu te dis, ouais. En vrai, celle que j'ai écrite, j'aimerais trop la voir. Ouais, clairement. J'aimerais trop. C'était un des goals quand on rigolait avec les copines, justement. Imagine, on en fait un téléfilm sur TF1 ou sur M6. Ce serait génial. Incroyable. Et en même temps, quand j'écris, j'ai un peu une vision cinématographique. Je sais pas si ça fait ça à tous les auteurs d'ailleurs. Okay. Mais quand j'écris, je vois ça un peu comme un film de comment ça pourrait être tourné en fait. Tu sais, avec les angles de caméra, etc. Donc je le vois carrément en téléfilm, ça se prêterait bien, je pense. Après, Netflix, cinéma, qui veut, mais carrément. Oui, on prend. Je prends tout. Hollywood, tout ça. Envoyez-moi un mail. Est-ce que tu t'es fait genre, ok, ce personnage-là serait bien qu'il soit joué par tel acteur Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Incroyable. Vas-y, alors je sais pas si t'as le droit de parler du bouquin qui va sortir. Bah, il est déjà sorti techniquement avant, donc je spoiler trop rien à ceux qui l'ont déjà lu. Ok. Est-ce que, vas-y, dis les acteurs pour on se mette un peu dans l'ambiance. Je sais plus comment elle s'appelle, la nana, je sais plus. Faut que je faut que je retrouve le nom de la nana. Le personnage principal s'appelle Gabriel, le jeune homme, et moi je vois carrément Sam Claflin jouer Gabriel. Je sais pas si tu vois qui est Sam Claflin. Si, je vois. Voilà. Et ah non, ok, si, putain, ouais. Attends, il a joué. C'est Finnick dans Hunger Games par exemple. Voilà, c'est ça, je cherchais son. Ok, ouais. Et elle, comment elle s'appelle? Je vais te trouver. Ouais. Faut juste que je retrouve le film dans lequel je l'ai vu, ce sera plus simple pour trouver son nom. Elle s'appelle Sofia Carson. Sofia Carson. Qui jouerait du coup Elsa. Ah oui, je la connais aussi. J'ai vu son visage. Dans quoi je l'ai vu? Je sais qu'elle a une moue un peu boudeuse qui va très bien à mon personnage principal qui est un peu grumpy. Donc, ah, trop cool en vrai. Voilà. C'est hyper intéressant pour se projeter dans son écriture, d'avoir des espèces de moodboards comme ça, que ça soit des musiques. Je sais, tu vois, en regardant, j'ai vu qu'Aurore, par exemple, sur son site, elle partageait, tu vois, les playlists de ses personnages et tout. Je trouvais ça hyper intéressant. Et même, tu vois, de se dire, ok, tel... Parce que souvent, les acteurs, on leur renvoie, comme tu as dit, tu vois, par exemple, cette actrice, elle renvoie un côté un peu grumpy. Et tu vois, ça te met dans l'ambiance qu'a ton personnage aussi. Et franchement, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique pour écrire. Mais je crois que tous mes romans, je peux te donner des acteurs pour chacun. C'est un des premiers trucs que je fais, je crois, de chercher, tu sais, un peu au hasard, avec l'idée que j'ai en tête de mon personnage. Ouais. Et je tombe sur un visage, je me dis, mais oui, c'est celui-là. Et du coup, ça reste cool, après, ça. Derrière. Après, je partage pas forcément, parce que j'aime bien que les gens s'imaginent eux-mêmes les personnages. Mais moi, dans ma tête, je sais que si un jour il y a un film, ce serait cette personne que je verrais incarner, tu vois, physiquement, du moins, le rôle. Moi, ça m'aide. Cool. Dans ton processus créatif, du coup, quand t'es au départ, tu vois, quand t'as l'idée, tu fais justement cet exercice, tu vois, de chercher, ok, mon personnage, il ressemblerait un peu à ça, en essayant de fouiller un peu partout, ce que tu disais. Ouais. La première chose que je fais, c'est d'acheter un nouveau carnet.
Ok, Et, ok. et comme ça, je prends des notes avec mes personnages. Bah, il s'appelle machin, il a tel âge, voici son background, machin et tout. Et après, c'est vrai que j'aime bien aller un peu sur Pinterest, Internet et tout, chercher un peu au pif. Des fois, souvent, c'est juste marqué acteur brun. C'est tout ce que je mets dans dans ma recherche, tu vois. Puis je défile comme ça jusqu'à temps qu'il y ait un visage qui me saute aux yeux en me disant, mais oui, c'est à ça que je pensais en imaginant X ou Y. Et après, ça reste, ouais, j'ai ma petite image de mon carnet. Ah, c'est trop cool en vrai. C'est vrai que moi, tu vois, effectivement, t'es pas la première autrice avec qui je discute qui me dit qu'elle voit les scènes un peu comme au cinéma. Moi, j'avoue que je fonctionne pas trop comme ça, mais tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal, par exemple, à faire des descriptions ou du mal à les aimer même dans les livres, tu vois. Et du coup, est-ce que c'est... Parce que tu vois, ce qui m'avait impressionné dans ce qu'elle m'avait dit, c'est que du coup, elle voyait la scène et donc pour elle, c'était extrêmement facile d'écrire. Parce que tu vois, elle se posait jamais la question de savoir comment étaient les choses, etc. Parce qu'elle les voyait très clairement. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis En fait, pour t'imaginer un peu, j'ai l'impression que mes yeux à moi, c'est la caméra. Du coup, c'est comme si moi, je filmais la scène, tu vois. Et je la vois vraiment se jouer devant moi et j'ai juste à décrire ce que je vois. Ok. Enfin, juste, entre guillemets. Hein, mais oui, non, mais j'entends. Tu vois, je vois la scène, en fait, vraiment comme si j'étais au ciné. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses pour écrire. Je sais qu'il y en a qui sont... Alors, je sais plus le nom. Ils voient pas du tout d'image, même quand ils rêvent. Ou quand ils imaginent des choses, ils ont pas l'image dans la tête. Je sais plus quel nom, ça a un nom, ça. Mais moi, ça m'épate un peu parce que je vois tout dans ma tête. J'ai limite les odeurs dans le nez. Enfin... Ouais. Il y en a, ils voient pas. Ouais, en vrai, ça, forcément, ça aide. Ça aide. Et c'est, tu vois, parce que effectivement... moi, j'ai plus l'impression d'avoir des espèces de flash, tu vois, d'images. J'ai des trucs qui me marquent, mais pas. Mais c'est vrai que tu vois, et tu vois là, je prends conscience en parlant avec toi que faudrait que je fasse l'effort de justement essayer de décrire ce que je vois. Tu vois, de m'habituer à voir. C'est plus photographique que cinématographique. Je le vois beaucoup plus de manière photographique. C'est plus figé en fait. Comme c'est ça. Comme si c'était un roman photo. Tu vois, genre la scène forte qui fait la photo, la scène forte. Et après, tu brodes autour ce qui se passe. Ok. Ouais, je brode autour. Après, tu vois, moi, je suis beaucoup plus. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi. En fait, j'avoue que j'ai un côté un peu fan de philosophie ou de sociologie, tu vois, ou ce genre de choses. Et donc, j'aime beaucoup tout ce qui vient connecter avec la réflexion, tu vois. Donc j'aime beaucoup les livres, par exemple, qui se passent beaucoup dans la tête du personnage. Très introspectif, ouais. Très introspectif, c'est chercher le mot, tu vois. Je suis en train d'inventer le mot introspectif. C'est notre taf, on invente des mots qui existent déjà. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est vrai que... Mais tu vois, je sais que parfois, pour certains, ça manque, tu vois. C'est toujours un petit peu un équilibre entre description, dialogue, etc., etc. Et tu vois, c'est un équilibre que, à mon sens, parfois, j'ai encore un peu de mal à trouver. Voilà. C'est, parmi toi, tout ça, c'est quoi que tu préfères écrire ? Les dialogues. Les dialogues, ouais. Particulièrement les disputes. Quand ça monte dans les tours et tout, j'aime bien. Mais ouais, les dialogues, parce que j'adore le faire du sarcasme, lancer des punchlines et tout. Et c'est un peu les trucs que je dirais pas en vrai, tu vois, dans ma vraie vie. Ou alors, c'est les trucs, tu sais, tu te disputes avec quelqu'un, puis après, une fois le soir dans ton lit, tu fais putain, j'aurais dû dire ça. Et là, je peux le faire en vrai, tu vois. Ouais, j'étais en train de penser exactement à ça. Il doit y avoir une frustration, tu sais, d'enfant d'être en train de dire putain, j'aurais dû lui dire ça. J'aurais dû lui dire ça. Et ouais. Ah, c'est totalement ça. Ouais, c'est clair. Et comment tu fais est-ce que tu as des astuces pour, tu sais, les rendre plus cohérents, plus crédibles, plus touchants peut-être ? Alors là, c'est une colle que tu me poses. Parce que pour le coup, les descriptions et tout, je suis un peu comme ça, j'ai du mal à Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à faire des descriptions, c'est des trucs un peu laborieux, etc. Alors que les dialogues, ils me viennent assez naturellement. Enfin, okay. J'écris, ça sort, quoi, ça part. Et je dis, ah ouais, c'est bien ça, mais pourquoi je le dis pas en vrai quand ça m'arrive, tu vois ? Ça me vient pas, alors qu'à l'écrit, oui. Et je sais pas, c'est vraiment le truc pour lequel j'ai des facilités, c'est les dialogues. Après, le reste, pas. Okay. Mais non, je sais pas. Je suis fan de jeux de mots, tout ça, ça vient tout seul. Mon petit pouvoir, c'est ça. De faire des jeux de mots pourris. C'est ça, le petit super pouvoir. C'est ça. En vrai, c'est trop bien. Moi, c'est vrai que parfois... tu vois, ça vient quand même assez naturellement parfois, et il y a des moments je les relis à haute voix et je trouve que ça te permet juste de corriger les quelques trucs pour les rendre
encore à peine plus naturel, tu vois. Mais ouais, des bons dialogues, franchement. Moi, je pourrais lire un texte qu'avec des dialogues. Ouais, carrément, c'est trop bien. Ça m'irait bien. Et d'ailleurs, je pense que c'était un peu ça qui m'avait bien plu dans. Tu vois, je fais le lien avec ce que je disais au début, mais dans toute votre com de Sipping Love, je trouvais qu'il y avait ce truc-là, tu vois, de dialogue un peu vrai, etc. Enfin, beaucoup plus actuel peut-être, tu vois, aussi dans la forme et dans la ouais, manière on a de vraiment parler. pris le parti pris pour le coup d'être vraiment dans le brut et dans le naturel, en fait, comme vraiment. Enfin, tu prends Élise et moi, comme ça tu nous filmes, limite les dialogues c'est la même chose, tu vois, on s'envoie des punchs à la tronche, c'est naturel, on va pas mettre les pincettes pour ci ou ça. Et c'est vraiment les relations entre amis, c'est ça, tu vas pas lui dire oui très cher, il faudrait que je vous assoie, il faudrait que je vous dise quelque chose, tu lui dis ton truc et puis voilà, on avait envie que ce soit vraiment brut et que tout le monde puisse se reconnaître dans des amitiés comme ça où t'as pas peur de dire les choses et que tu sais que même si tu dis les choses derrière on t'aimera quand même et que ils sont aptes à l'entendre, etc. Donc ça j'aime beaucoup ce roman pour ça, il est un peu à part des autres que j'ai pu écrire, qui est quand même beaucoup plus cru, plus brut et tout, mais je trouve qu'il fait bien le taf pour ça, justement. Dans les avis qu'on a eus, souvent on nous avait dit que c'était très crédible et la relation qu'elles avaient entre elles, que beaucoup s'étaient retrouvés aussi dans leur amitié ou dans leur couple à travers les filles, donc je trouve ça trop chouette. Ouais, effectivement, en tout cas, tu vois, je l'ai pas lu encore, mais l'authenticité avait l'air d'être une des plus grandes forces en tout cas du début aussi que vous aviez partagé, des premiers chapitres, voilà. Était une très grande force du texte. Ouais. Ok. Et donc du coup la romance à Sipping Love, les rom-com chez J'ai lu, et ensuite d'autres genres où alors comme je te disais au début, j'avais voulu au début me lancer dans la fantasy du coup, et ça n'a jamais versé, personne ne les veut pour le moment, donc à bon entendeur, si vous voulez des fantaisies, il y en a dans mes tiroirs. Et finalement je me suis beaucoup trouvée dans le contemporain. Alors plus dans le contemporain, plutôt comédie romantique ou contemporain drôle. Finalement j'aime bien ça, de raconter des tranches de vie en rajoutant un peu d'épices là-dedans, des petits rebondissements et tout. Parce que ça me permet du coup les petits punchlines, puis aussi de faire un peu des critiques de ce qui m'entoure, un peu cachées, de guérir aussi des trucs. Là clairement le dernier que j'ai écrit c'est sur le deuil, c'est une petite nana qui travaille au Père-Lachaise et qui va se rendre compte qu'en fait elle peut voir les personnes décédées, et puis du coup j'ai un peu guéri mon deuil là-dedans, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que je passe aussi des messages très chouettes, donc j'espère qu'il trouvera sa maison un jour parce que il me tient beaucoup à cœur. Mais ouais, les contemporains me permettent de guérir des trucs en moi et aussi de critiquer des trucs qui m'emmerdent clairement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, et je trouve ça super chouette de pouvoir le faire passer avec un petit côté humoristique et toujours un peu d'amour parce que j'adore les romans d'amour aussi. Donc je pense que je me trouve plus dans le contemporain, bizarrement. C'est pas du tout là où je m'attendais et c'est là où les autres m'ont attendu. Mais clairement mes copines m'ont dit mais pourquoi alors, t'écris bien la fantaisie, y a pas de problème, ils ont pas voulu me blesser je pense, mais le contemporain c'est ton truc, va là-bas vraiment. Et donc je les ai écoutés et franchement je m'épanouis vachement dans le contemporain, mine de rien. Donc je vais continuer par là je pense. Toujours avec de l'humour et de l'amour dedans. Ouais, je pense que c'est effectivement c'est important de garder ça en tête quand même, même dans tous les trucs qui nous dérangent ou toutes les guérisons ou les moments douloureux, etc. Il y a toujours beaucoup d'espoir et beaucoup d'amour et beaucoup de ça, tu vois. Ouais. Et c'est important effectivement de le garder au centre. Et je pense que ça se sent, tu vois, même inconsciemment quand t'écris, même sur des sujets douloureux, t'as toujours un petit truc qui fait, tu vois, ne serait-ce que le fait de, tu vois, je sais pas comment dire, mais le fait d'écrire sur des sujets douloureux, quelque part quand quelqu'un lit ça, tu vois, il lit la preuve que t'as réussi à passer à autre chose, tu vois, enfin pas à passer à autre chose, mais à verbaliser, déjà, ouais. À avancer exactement. Et en fait quelque part la personne qui le lit, rien que par le fait de le lire, voit déjà que c'est possible, tu vois, d'accepter et d'avancer sur ces sujets-là. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, tu vois. J'en ai pris conscience très très récemment de ça, où tu dis putain, mais en fait là la personne est en train de me partager une guérison, enfin un chemin de guérison qu'elle a vécu. Ça veut dire que c'est possible, tu vois. Et donc pourquoi pas moi, tu vois. Et c'est ça que je trouve extrêmement cool dans. Alors j'ai une vision de l'écriture très justement un peu. C'est aussi le métier de coach qui fait ça, tu vois. Mais très
pas thérapeutique parce que du coup c'est pas du coaching, mais très évolution, très évolution, avancer dans sa vie, être capable de faire des deuils, tourner des pages, changer des choses, etc. Et je trouve que c'est en tout cas moi les livres qui me touchent le plus, tu vois. Ouais. Et c'est cool, voilà. C'est le partage très perso. Non, mais c'est ça, c'est d'arriver à faire rentrer la lumière par les petits interstices qui sont créés sur ton chemin. C'est un peu ça que je veux faire dans mes romans. T'as un truc cassé, mais dans les petits interstices, la lumière, elle arrive à passer quand même, du coup. Ouais, et exactement. J'aime bien ça. Ouais, c'est triste, mais t'arrives quand même à voir les côtés positifs et puis de trouver de la lumière vers le chemin que tu veux aller et tout. Enfin, je trouve que c'est un message qui me plaît à faire passer souvent. Ouais, moi, je partage. C'est très beau. Et justement, moi, je trouve que c'est les textes les plus authentiques. Et ça, tu peux pas trop tricher sur ça, tu vois. Ça se sent, en fait. Je pense, ouais. Il y a un truc, Si t'es pas ça se à l'aise, justifie ouais. pas tellement, tu vois. Et ouais, trop cool, en vrai. C'est passionnant. C'est passionnant. Et j'ai vu dans ta bio Insta que t'avais un truc avec... Un truc, pardon, désolé, le mot est mal choisi. Un match en milieu. Un livre avec Brest dedans. C'est un rapport avec la Bretagne. C'est ça. Je suis bretonne. Ouais. Ah, ok. Et voilà, mon pays. Non, j'ai un roman qui s'appelle Un souffle sur la braise. Tu vois, jeu de mots toujours, toujours là. Très bien trouvé. Merci. Qui va sortir chez Erol en mai 2026, si je me trompe pas. Ok. Donc, qui est aussi un contemporain qui part d'une base triste, parce que c'est l'histoire de jeunes femmes qui... Ça commence dans un bureau de notaire pour un testament, parce qu'elles ont perdu leur papa avec qui elles n'avaient plus trop de contact, et ce papa leur lègue une maison en Bretagne. Et cette maison va être du coup le cocon de beaucoup d'évolutions pour les deux. Parce qu'il y en a une qui va partir du coup pour la rénover, pour pouvoir la vendre, pour se séparer de ce père qu'elles n'ont jamais trop connu. Et finalement là-bas, elle va rencontrer du monde, elle va rencontrer des gens qui connaissaient son père, elle va comprendre aussi pourquoi il y a eu cette distance qui s'est créée, etc., tout autour d'un secret de famille. Et puis il va aussi y avoir une histoire d'amour, etc., et de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, et beaucoup aussi de la place de la grande sœur, qui elle veut vendre la maison, qui veut rien avoir à voir avec ça, parce qu'elle n'a pas vécu le traumatisme de la même façon, qui a le côté protecteur. Enfin, c'est aussi mon côté grande sœur là que je mets dans le roman pour le coup. Et ça parle de beaucoup de choses, c'est tout doux, et je pense que justement on voit la lumière passer entre les fissures pour éclairer le chemin, et ça je suis plutôt très fière de celui-là, donc j'espère qu'il sera bien accueilli. Je sais pas si ça va couper, je crois. Je m'entendais plus. C'est bon, j'étais toujours... c'était bon, j'étais toujours... Et voilà. Ok, ouais, trop bien. Donc, ok, les racines bretonnes dans l'écriture aussi. Ça se passe près de chez mon grand-père, pour tout dire, qui est un endroit vraiment super beau. Donc j'ai vraiment aussi mis en lumière ma Bretagne. Dans le c'est où si c'est pas... C'est dans le Finistère, près de Fouesnant, je sais pas si ça te va te parler. C'est dans le Finistère, vraiment dans le fond de la Bretagne. Ouais, ok. Je connais... Sur la côte. Je connais... J'ai habité à Morlaix, parce que je bossais à Brennelis. Je sais pas si tu vois... Non. C'était une ancienne centrale nucléaire. Ok. Mon métier d'ingénieur m'a emmené là-bas. Et j'ai visité du coup un peu tout le milieu du Finistère, tu vois, qui en vrai est hyper joli. C'est très beau. J'avais un gros a priori sur la Bretagne. Oh. En plus, une partie de ma famille est normande, tu vois. Du coup, c'était un petit peu c'est pour ça. Voilà. Mais en vrai, c'est magnifique. Et après, j'étais allé à côté de Brest. J'avais une amie qui habitait à côté de Ploudalmézeau, mais pas très loin de Brest aussi. Et en vrai, c'est super. La côte, elle est sublime. Tout est sublime en Bretagne. Vous pouvez faire tout le tour, vous trouvez plein de trucs beaux partout. Ouais, c'est vrai, du coup, après, j'ai compris le slogan La Bretagne, ça vous gagne. Voilà. Il y a un petit peu de vrai quand même. Le beurre salé, les galettes, tout ça. Ouais, alors ça, clairement, ça, je suis reparti avec ça. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de débat. Le beurre doux n'est pas du beurre, je le répète, le beurre doux n'est pas du beurre. Ok. Ça sera clippé et partagé. Merci, c'est très important. Trop cool, en vrai, c'est bien on sent que tu mets un peu de chaque partie de toi dans chacun de tes livres. Et c'est vraiment très cool. Excuse-moi 30 secondes, je viens. Merci. T'inquiète, on va pas trop s'étaler. Mais... Non, t'inquiète, c'est juste, je pense qu'il commence à être dépassé par les enfants. Dépassé par les événements. C'est ça. Je crois que j'avais une autre question. Si, j'aimerais bien finir comme ça quand même. Maintenant là qu'on a parlé un peu de tout ton parcours, etc. Qu'est-ce que t'aimerais dire à
à quelqu'un qui, quel que soit son âge, sa vie, etc., qui ose pas passer le pas d'écrire, tu vois. Déjà d'avoir en tête que écrire c'est pas forcément obligé d'être partagé. Donc déjà s'il y a une peur de quoi que ce soit, qu'il puisse la mettre de côté, parce que si la personne a besoin d'écrire, déjà qu'elle le fasse pour elle, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser ou quoi, même si c'est un petit texte par-ci par-là, si ça fait du bien, faites-le. Enfin, il n'y a aucune restriction pour le faire. Et ensuite, si elle veut passer le cap d'écrire pour être lu, dans ces cas-là, de bien s'entourer, d'avoir des personnes de confiance sur qui compter pour donner un avis éclairé sur ce qu'on fait, pour partager les joies, les peines, etc. du monde de l'écriture. Et surtout de pas se comparer, parce qu'on a tous un parcours différent. Quand je vois sur les réseaux les gens qui réussissent, etc., on n'a pas forcément le background derrière, on sait pas combien de refus ils ont eu avant, on sait pas ce qu'ils vivent dans leur vie au quotidien, etc. Donc se comparer, ça sert à rien. Il y a de la place pour tout le monde en édition, de toute façon. Tous les textes méritent d'exister aussi, parce qu'un même texte peut être écrit par 15 personnes différentes, ce sera forcément pas le même texte à la fin, par rapport au vécu, au sujet, à comment on voit les choses, on voit la vie. Donc pour moi, il n'y a aucune restriction à écrire, que ce soit pour soi ou pour être lu, tout à sa place, toutes les émotions, tous les sujets, du moment que c'est bien fait, dans le respect, dans tout ce qu'il faut. Voilà, il n'y a pas de peur à avoir en soi, je pense. Voilà. Franchement, je vais pas rajouter grand chose parce que je suis d'accord avec 100% de ce que tu as dit. Tu m'as pris un peu de cours, je savais pas quoi dire. Non, franchement, je partage totalement ton avis. C'est une très belle conclusion. C'est une très belle conclusion. On peut s'arrêter là. Parfait. Merci beaucoup, Manon.